Bienvenue dans Tommy Lapoisse. La vérité dérange, mais la question libère. Je me pose la question. La Côte d'Ivoire produit à elle seule 45% du cacao mondial. Elle a du café, de l'huile de palme, du coton, de l'or, du pétrole. Comment un pays aussi riche a-t-il pu être forcé d'emprunter au Fonds monétaire international et surtout de tout privatiser? Aujourd'hui, on remonte aux racines, pas pour accuser, pour comprendre, pas pour pleurer le passé, pour éclairer l'avenir. Premier acte, le paradoxe qu'on n'explique jamais. Dans les années 70, la Côte d'Ivoire avait un produit intérieur brut par habitant supérieur à celui de la Chine. Oui, tu as bien entendu. En 1975, un Ivoirien moyen était plus riche qu'un Chinois moyen. Abidjan était appelée la Manhattan de l'Afrique. Les hôtels de luxe, les tours de verre, les autoroutes, les universités. Le miracle ivoirien attirait les étudiants africains, les investisseurs, les diplomates. Et pourtant, 25 ans plus tard, la même Côte d'Ivoire signe des accords avec le Fonds monétaire international. Elle accepte de démanteler ses institutions, de privatiser ses entreprises publiques, de céder le contrôle de son économie à des multinationales étrangères. Comment? Pourquoi? Il n'y a pas une réponse. Il y en a plusieurs, et elles s'entrecroisent. Deuxième acte, le crash des cours mondiaux. L'histoire commence par les prix. En 1977, la tonne de cacao atteint son sommet historique, 5 500 $. Houphouët-Boigny est au sommet. Il planifie tout sur la base de ces prix. Mais les prix des matières premières ne sont pas décidés à Abidjan. Ils sont décidés à Londres, à New York, à Chicago. Ce sont les bourses de matières premières qui fixent les prix mondiaux. Et ces bourses répondent à trois logiques: la spéculation, l'offre mondiale et la demande des grandes multinationales. Que s'est-il passé? L'Indonésie et la Malaisie ont commencé à produire massivement du cacao dans les années 80. Le Ghana a intensifié sa production. Les stocks mondiaux ont explosé. Et les traders de Londres et New York ont commencé à spéculer sur cette abondance. Résultat, le cacao passe de 5 500 $ en 1977 à 700 $ la tonne en l'an 2000. Une chute de 87% en 23 ans. Le budget ivoirien s'est effondré avec les cours. L'État avait planifié des dépenses sur la base des prix des années 70. Mais les revenus disparaissaient. Il fallait bien financer les hôpitaux, les écoles, les salaires des fonctionnaires. Alors on a emprunté. Troisième acte, la dépendance à une culture. Ici, il faut être honnête avec nous-mêmes. Le crash des cours n'est pas seulement la faute du monde extérieur. C'est aussi la conséquence d'un choix stratégique de nos dirigeants. Houphouët-Boigny avait fait un pari. Tout sur l'agriculture d'exportation, rien sur l'industrie. Pas d'industrie textile, pas d'industrie mécanique, pas d'industrie pharmaceutique, pas de transformation locale de nos matières premières. Nous produisions du cacao brut. Il partait à Amsterdam. Il revenait en tablette Cadbury, Nestlé, Suchard. Nous produisions du coton brut. Il partait au Bangladesh. Il revenait en t-shirt fabriqué en Asie. Nous produisions du café brut. Il partait à Hambourg. Il revenait en espresso. Comparons avec d'autres pays qui étaient dans notre situation. La Corée du Sud, dans les années 60, était plus pauvre que la Côte d'Ivoire. Elle a fait le choix inverse. Elle est partie du riz, mais elle a industrialisé. Aujourd'hui, Samsung, Hyundai, LG, Kia, elle exporte des télévisions, des voitures, des semi-conducteurs. Taïwan a fait pareil. Partie du sucre, développer l'électronique. La Malaisie a fait pareil. Partie de l'huile de palme, développer l'industrie automobile et électronique. Le Vietnam a fait pareil. Partie du riz, développer l'industrie manufacturière. Et la Côte d'Ivoire, partie du cacao, rester au cacao. Quand le cacao s'est effondré, tout s'est effondré, parce qu'il n'y avait pas de secteur industriel pour amortir le choc. Quatrième acte, le franc CFA surévalué. Maintenant, ajoutons un problème structurel. Le franc CFA était fixé au franc français. Un franc CFA valait exactement 0,020 francs français. Le franc français était une monnaie forte dans les années 80 et 90. Donc le franc CFA était surévalué par rapport à la réalité économique ivoirienne. Conséquence, les exportations ivoiriennes coûtaient trop cher à l'étranger. Un cacao ivoirien facturé à 300 $ la tonne était plus cher qu'un cacao indonésien facturé à 250 $. En même temps, les importations étaient bon marché. Un t-shirt français avec le franc CFA fort coûtait presque le même prix qu'en France. Donc, on importait beaucoup. On exportait moins. Résultat, déficit commercial permanent, endettement chronique.
En janvier 1994, la France a été forcée de dévaluer le franc CFA de 50%. Du jour au lendemain, tout ce qu'on importait a coûté 2 fois plus cher. Choc économique brutal. Mais aussi, nos exportations sont redevenues compétitives. Sauf que le mal était fait. 25 ans de francs CFA surévalués avaient enfoncé le pays dans une dette qu'il ne pouvait plus rembourser. Cinquième acte, les dépenses pharaoniques. Il faut regarder la responsabilité intérieure. Houphouët-Boigny a beaucoup construit, trop selon certains. Yamoussoukro, sa ville natale, est devenue la nouvelle capitale. On y a construit des palais présidentiels, des routes gigantesques dans une ville presque vide, un aéroport international qui accueillait quelques vols par semaine. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, la plus grande basilique catholique du monde. 300 millions de dollars de construction, financée en grande partie par la Caistab, donc par le cacao. L'Hôtel Ivoire à Abidjan, la Riviera, le plateau, les autoroutes, tout ça coûtait de l'argent, beaucoup d'argent. Quand les revenus du cacao chutaient, les projets continuaient. L'État empruntait pour financer les grands travaux. Et puis il y avait la corruption, il faut le dire. L'affaire Fulton, environ 100 milliards de francs CFA détournés de la Caistab, des marchés publics truqués, des enrichissements personnels de dignitaires, des comptes offshore dans les paradis fiscaux. Une partie de l'argent du cacao ivoirien n'est jamais restée en Côte d'Ivoire. Elle est partie à Genève, aux îles Vierges, à Panama. Ce n'est pas seulement de la faute des étrangers. Certains dignitaires ivoiriens ont trahi leur peuple. Sixième acte, le piège de la dette. Maintenant, on arrive au cœur du système. Dans les années 70, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont prêté beaucoup d'argent à la Côte d'Ivoire pour financer les grands travaux, pour compenser la baisse des cours du cacao, pour maintenir la stabilité sociale. Les intérêts se sont accumulés. Dans les années 80, la Côte d'Ivoire commençait à ne plus pouvoir rembourser. Alors le Fonds monétaire international a proposé une solution. Solution du Fonds monétaire international. Nous te prêtons encore, mais tu dois accepter nos conditions. Ces conditions s'appelaient les programmes d'ajustement structurel. Que demandait le Fonds monétaire international ? 1. Réduire les dépenses publiques, notamment dans la santé et l'éducation. 2. Privatiser les entreprises d'État, les vendre à des investisseurs privés. 3. Libéraliser le commerce, réduire les taxes sur les importations. 4. Démanteler les régulateurs comme la Caistab. 5. Ouvrir totalement l'économie aux capitaux étrangers. En principe, ces mesures devaient rendre l'économie plus compétitive. En réalité, elles ont créé un mécanisme diabolique. Voici comment fonctionne le piège de la dette. Étape 1. Tu privatises une entreprise publique. Par exemple, la Sodeci, l'entreprise publique de l'eau. L'État vend la Sodeci à un investisseur privé, disons Eranov, pour un montant donné. L'État reçoit cet argent immédiatement. Il peut rembourser une partie de sa dette. Étape 2. Mais désormais, la Sodeci ne rapporte plus à l'État. Les dividendes ne vont plus au budget public. Ils vont à Eranov, donc à Paris. Chaque année, des milliards de francs CFA quittent l'économie ivoirienne. Étape 3. Sans les revenus de la Sodeci, l'État a moins d'argent. Il ne peut plus financer les investissements publics. Alors, il emprunte à nouveau, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. Étape 4. Les prêteurs demandent de nouvelles privatisations en échange de nouveaux prêts. Alors on privatise la CIE, puis les télécoms, puis les ports. Chaque nouvelle privatisation transfère des revenus futurs vers des multinationales étrangères. Et le cycle recommence. Plus on privatise, moins on gagne. Plus on emprunte. C'est un mécanisme de dépendance permanente. Septième acte, les vrais bénéficiaires. Il est intéressant de regarder qui a acheté nos entreprises publiques dans les années 90. CIFCA, famille française naturalisée, alliée à Michelin, Bolloré, contrôle les ports d'Abidjan, San Pedro, Douala, Lomé, Bouygues, contrôle une grande partie des marchés publics de construction, Total et Shell, distribution des hydrocarbures, Orange, télécommunications, Eranov, eau et électricité, contrôlé par le fonds américain ECP, Michelin, EVA et pneumatique. Toutes des multinationales françaises ou occidentales. Coïncidence, les décisions se prennent à Washington, dans les bureaux du Fonds monétaire international, mais les principaux bénéficiaires sont à Paris.
Ce n'est pas de la France-Afrique nostalgique. Cette France-Afrique-là, celle des présidents copains, des valises de billets et des interventions militaires visibles, est en train de disparaître. Celle qui reste, c'est une France-Afrique différente, plus discrète, plus juridique, plus économique. Une France-Afrique qui ne s'affiche pas dans les palais présidentiels, mais qui contrôle les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et de transport. Une France-Afrique institutionnelle. 8e acte. Que devons-nous faire? D'abord, arrêtez de blâmer uniquement les étrangers. Nos dirigeants ont signé ces accords. Nos élites ont profité des privatisations. Nos peuples ont accepté sans comprendre. La responsabilité est partagée. Ensuite, se poser les vraies questions. Est-ce qu'on peut renégocier certaines concessions? Le Ghana l'a fait en 2024 pour le cacao. La Zambie l'a fait pour le cuivre. Le Sénégal l'a fait pour le pétrole. Est-ce qu'on peut industrialiser, transformer nos matières premières sur place, créer des usines, employer notre jeunesse, cesser d'exporter brut? Est-ce qu'on peut créer une monnaie panafricaine ou régionale réelle? Une monnaie contrôlée par nous, pas fixée à une autre monnaie, pas imprimée en France. L'Alliance des États du Sahel en parle. Attendons de voir si elle passe des mots aux actes. Est-ce qu'on peut exiger la transparence sur les concessions actuelles? Qui a signé les accords Eranov, Orange, Bolloré? À quelles conditions? Sur quelle durée? Avec quelles clauses de renégociation? Nos contrats de concession sont souvent secrets. Un peuple qui ne connaît pas ses propres contrats économiques n'est pas souverain. 9e acte, la question finale. La Côte d'Ivoire n'était pas pauvre. Elle est devenue pauvre. Non pas à cause d'une colonisation directe. La colonisation formelle avait fini en 1960. Mais à cause d'un système économique global qui transforme la dette en outil de contrôle. Ce système fonctionne partout dans le monde. En Roumanie, Veolia contrôle l'eau de Bucarest. En Grèce, les créanciers ont imposé la vente des aéroports. En Argentine, les grandes multinationales agroalimentaires contrôlent une grande partie de la production. Ce n'est pas de la France-Afrique, c'est du capitalisme financier global. La Côte d'Ivoire n'est pas un cas unique, c'est un cas exemplaire. Comprendre ce qui s'est passé chez nous, c'est comprendre ce qui se passe dans le monde. Alors je te pose la question finale. Est-ce qu'un peuple peut être vraiment souverain quand ses eaux, ses électricités, ses téléphones, ses ports et ses routes appartiennent à des étrangers? Est-ce qu'un peuple peut être vraiment libre quand ses contrats économiques sont secrets? Est-ce qu'un peuple peut vraiment décider de son avenir quand ses recettes fiscales sont saisies pour rembourser une dette qu'il n'a même pas contractée lui-même? La souveraineté n'est pas seulement un drapeau, c'est une architecture économique. Sans elle, tous les hymnes du monde ne changent rien à notre condition. Avant de partir, je te pose une dernière question. Si tu avais le pouvoir, demain, de renégocier une seule concession en Côte d'Ivoire, ce serait laquelle? L'eau, l'électricité, les télécoms, les ports, les hydrocarbures? Réponds en commentaire. Dis-moi ce que toi tu en penses. Et si cet épisode t'a interpellé, partage-le. Surtout à un jeune qui pense que la souveraineté, c'est juste un drapeau. Surtout à un panafricaniste qui parle beaucoup mais ne comprend pas les mécanismes économiques. Surtout à quelqu'un qui croit encore que le Fonds monétaire international est un ami. La Côte d'Ivoire n'était pas pauvre, elle a été appauvrie. Il est temps qu'on comprenne comment. C'était Tommy Lapoisse, la vérité dérange, mais la question libère. À très bientôt.